Quoi de neuf dans le monde FinOps, avril 2026. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce premier épisode de Quoi de neuf dans le monde FinOps qui est la reprise de What's New in Cloud FinOps. Aujourd'hui, nous allons parler d'avril 2026. Dans l'épisode original, dans le podcast original, nous sommes deux, il y a moi-même, Franck Contrepoix et Stephen Old. Pour cette version française, je vais reprendre le contenu seul, en essayant de garder les remarques et les commentaires les plus intéressants. Donc pour commencer, nous ne sommes plus très loin de FinOps X. Et si vous me croisez là-bas, profitez-en pour me souhaiter un joyeux anniversaire, parce que cette année, ils ont fait cette date-là. C'est aussi pour ça que je vais venir avec ma femme. On parle aussi que chaque année, avec Steven, on parlait que chaque année, il me fait un cadeau d'anniversaire qui est un nouveau truc. On a eu des gilets, on a eu des hoodies, on a eu des t-shirts. Cette année, on a décidé d'aller avec des casquettes. Donc si vous voyez une casquette des FinOps Guys, et surtout si vous voyez quelqu'un avec une casquette et des lunettes rondes, rouges, c'est moi. Et merci de me dire joyeux anniversaire. Le gilet était vachement sympa. Bon, commençons. Parlons des instances. C'est le premier chapitre qu'on a toujours. Donc plusieurs annonces et elles sont EC2. La première, c'est EC2 Capacity Manager qui maintenant supporte des dimensions basées sur les tags. À partir de maintenant, EC2 Capacity Manager permet d'utiliser les tags de vos ressources pour les regrouper et les filtrer. Capacity Manager aide à surveiller et optimiser la capacité des instances, qu'elles soient on demand, qu'elles soient spot, ou les capacity reservations. Cette annonce inclut aussi une nouvelle dimension de facturation, le nom du compte. On peut activer jusqu'à 5 clés de tag personnalisées, et comme par exemple l'environnement, l'équipe, le centre de coût, et on peut les utiliser avec des autres dimensions de facturation comme celles qui existent, comme les régions par exemple, ou les types d'instances, ou la zone de disponibilité. Il y a de quoi s'amuser un petit peu plus, laisser faire à AWS un peu plus de boulot que normalement nous on s'amusait beaucoup moins à faire sur Excel. Autre chose qui arrive en ce moment, c'est une disponibilité générale de plein de nouvelles instances Intel. La C8IN, la C8IB, la M8IN, la M8IB, la R8IN, la R8IB, la C8INE et la M8INE. Et ce sont de différents types d'instances. Les versions avec N, par exemple, ont des avantages orientés réseau. Donc elles vont un petit peu plus vite avec le réseau, ou elles ont des cartes réseau un peu plus efficaces. Mais chaque petite lettre à la fin indique quelque chose de spécifique. Le I nous indique que l'on parle de Intel. Le 8 nous dit que c'est la 8e génération AWS. Toutes ces instances sont basées sur le nouvel Intel Xeon de 6e génération, personnalisé pour AWS, et donc disponible exclusivement chez AWS. Ces instances utilisent les dernières cartes Nitro d'AWS 6e génération. Tous ces environnements apportent des améliorations par rapport à la génération précédente. Je vous conseille toujours de bien vérifier aussi que ce soit moins cher ou la différence de prix par rapport à la version précédente. Ces derniers temps, AWS avait tendance à augmenter les prix entre générations. Ce que je trouve très intéressant, c'est que Intel semble aller de plus en plus utiliser son rôle de fonderie, un peu comme TSMC, et ça veut dire qu'ils vont servir des clients qui ne sont pas seulement Intel. En partie, donc, Amazon semble faire partie de ses premiers clients qui ont demandé des CPU personnalisés. Les C8 sont orientés CPU. Les M8 sont optimisés, sont génériques. Les R8 sont mémoire. Les versions C8 INE ou M8 INE ont des capacités réseau spécifiques. Les NE fournissent jusqu'à 2 fois plus de débit réseau pour le trafic qui passe par des Internet Gateway par rapport aux versions N. Donc, N
c'est Network NE, Network Enhanced. En résumé, si vous voulez de l'Intel, la 8e génération vient de sortir avec les familles CM et R et leurs variantes réseau. En allant chez Azure, Red Hat OpenShift et GPU NVIDIA. Azure Red Hat OpenShift Aero maintenant supporte des GPU NVIDIA, les H100 et les H200, sur les SKU de machines Azure. Cela permet aux clients d'exécuter des workloads d'intelligence artificielle, de machine learning et haute performance à grande échelle sur le service OpenShift complètement managé par Azure. On en avait déjà parlé auparavant, maintenant c'est généralement available, comme disent les Anglais, GA. Passons chez Google, on a les Cloud TPU V8. Donc Google Cloud a annoncé des TPU de 8e génération à Google Next. Il y a deux variantes, V8T et V8i. Les V8T utilisent la nouvelle technologie Interchip Interconnect, ICI, pour monter jusqu'à 9600 TPU et 2 pétaoctets de mémoire partagés à haute bande passante dans un seul superpod. Il atteint 3 fois la puissance de traitement de Ironwood et offre jusqu'à 2 fois plus de performance par watt. À cette échelle, il faut déjà être une organisation bien particulière pour avoir besoin de cette capacité. C'est énorme! C'est probablement limité à un tout petit nombre de clients dans le monde, mais ce sont eux qui ont besoin de cette énorme dimension et généralement, ils ont et l'argent et la capacité d'ingénierie pour l'utiliser. Il y a aussi la version V8i qui est pour l'inférence. Le i est pour inférence. Et il utilise une nouvelle topologie appelée Broad Flight pour connecter directement 1152 TPU dans un seul pod. Il propose 3 fois plus de SRAM on-chip que les versions précédentes, ainsi qu'un moteur spécialisé d'accélération des opérations collectives et pour l'échange de tâches lourdes en ressources. Pris dans l'ensemble, le V8i offre une performance par dollar de 80% supérieure à l'inférence de la génération précédente. Il y a probablement davantage d'entreprises capables d'utiliser 1152 TPU que 9600, mais ça reste quand même un marché restreint. Exactement à l'opposé, on a Google Cloud G4 et GPU fractionnaire. Donc c'est complètement à l'autre extrême. Google Cloud annonce la disponibilité générale de la série des machines G4, accélérées avec des CPU fractionnaires. Ça signifie que l'on peut utiliser moins qu'un GPU. Donc si ça c'est un GPU, on peut avoir un demi-GPU, ou un quart de GPU, ou même un huitième de GPU. Donc c'est vraiment l'opposé, ce sont ceux donc, qui ont besoin de GPU en petite quantité, ça va permettre de fractionner la GPU, eux ça leur permet de vendre une GPU à plus de clients et un peu plus cher. Donc d'un côté on a des super pods méga galactiques gigantesques, et de l'autre côté on a des GPU fractionnaires pour les workloads beaucoup plus petits. Bonne chance si vous êtes au milieu pour trouver où est-ce que vous êtes mieux placé. Les bases de données. Donc passons aux bases de données. Amazon Aurora Serverless annonce jusqu'à 30% de meilleure performance. Et donc, et avec un système qui fait un auto-scaling, donc qui peut réduire à 0, qui peut revenir à 0 instance si vous ne l'utilisez pas. Amazon Aurora Serverless, c'est une base de données en auto-scaling. Ça veut dire qu'elle peut monter en capacité s'il y a des demandes importantes, ou elle peut descendre complètement et jusqu'à 0 s'il n'y a vraiment pas besoin de quoi que ce soit. AWS l'a rendu plus rapide et plus intelligente, avec 30% de meilleure performance que la version précédente, et une capacité à augmenter ou diminuer rapidement qui est plus adaptée à ce qui tourne dans la base de données. Ça a été particulièrement adapté aux applications d'IA agentique, comme ça étonne personne, qui ont souvent des pics d'activité, de longues périodes d'inactivité, et ils ont surtout, on ne peut pas vraiment prédire comment ils vont marcher. Donc Aurora Serverless essaie de gérer tout ça automatiquement en adaptant la capacité avec vos agents, plutôt que contre eux. Et vous ne payez que ce que vous utilisez plus ou moins réellement basé sur tel algorithme. Donc
Ce qui est intéressant, c'est que dans le passé, certains usages de RDS serverless pouvaient coûter plus cher qu'une instance classique, mais quand le workload est vraiment imprévisible, comme vous avez avec l'agentique, et que tu ne sais pas encore vraiment quoi faire, tu ne peux pas vraiment mesurer, il n'y a pas encore un standard, dans ces cas-là, ça peut être intéressant de payer un petit peu plus pour ne pas devoir toujours payer. Pour Aurora Serverless, la tarification passe par des capacity units. On peut démarrer à 0 capacity units et après ça augmente par incrément de demi-capacity unit. C'est pas forcément simple à comparer, voire c'est absolument impossible. Si vous allez sur le site, vous allez voir plein de stats, plein de trucs, plein de machins, mais bon. Pour un peu d'infos, le serverless coûte 0,12 $ en mode standard, 0,16 en mode I/O optimized. À cela, il faut ajouter séparément le stockage et les I/O. Si vous êtes utilisé la version qui est spécialisée pour I/O, normalement vous ne payez pas les I/O, mais vous payez plus cher au départ. Si je me souviens bien, c'était que si vous payez plus que 25% de votre coût Aurora Serverless en I/O, il y a peut-être intérêt à passer dans la version I/O spécifique. Mais c'est pas évident de dire directement combien ça va coûter par rapport au passé. Donc, hey, c'est parfait si vous voulez essayer de vous entraîner avec une petite instance. Ça peut-être ça va être moins cher, mais si vous avez vraiment besoin de choses qui vont flexer, qui vont augmenter ou diminuer rapidement, donc dans ces cas-là, ouais, allez-y, utilisez cette nouvelle fonctionnalité. Comme souvent dans le cloud, moi je vous conseille toujours de commencer avec le minimum, de tester si ça marche, et puis augmenter progressivement si c'est nécessaire. Faites des tests de charge, comme on dit. Ensuite, on a Google Cloud Billing propose en preview un AI Cost Summary Agent. Donc c'est un nouveau widget de vue d'ensemble de facturation pour les dépenses Gemini et Vertex AI. C'est utile, mais bon, c'est encore en preview. Azure annonce la disponibilité générale de Premium SSD V2 pour Azure Database for PostgreSQL. Avec Premium SSD V2, on peut atteindre jusqu'à 4 fois plus d'IOPS, des latences réduites et un meilleur rapport prix-performance pour des workloads PostgreSQL. Et comme toujours, c'est quand c'est très intensif. AI Bill of Materials. Wiz, qui est une société, a publié un contenu sur l'AI Bill of Material, ou comme on dit souvent, BOM. L'AI BOM vise à réduire le Shadow IT en inventoriant automatiquement les frameworks AI, les modèles, les ID qui sont utilisés, tout ce qui est utilisé dans un environnement IA. La question est de savoir si c'est seulement une méthodologie ou s'il y a aussi un collecteur qui va faciliter les choses. Nous, on a fait une petite recherche et à première vue, ça a l'air d'être une méthodologie, mais c'est quand même intéressant et ça vaudrait surtout la peine d'être lu. C'est un peu similaire à un BOM, mais appliqué à l'IA. Stockage Azure. On passe au stockage. Il y a beaucoup d'annonces Azure. Ils ont dû changer leur back-end. Mais Azure, là, tout d'un coup, ils ont mauvais. On a des épisodes où il n'y a que dalle en Azure, mais là, on en a pas mal. Donc, première chose, Azure NetApp File Advanced Ransomware Protection est maintenant GA, donc généralement disponible. On a hésité sur celle-là à la mettre dans le truc FinOps, mais parce qu'il n'y a pas de coût spécifique, ce qui est bien d'ailleurs, mais il faut prendre en compte certains éléments de sizing pour faciliter son utilisation. J'ai vu plusieurs grandes organisations au Royaume-Uni confrontées à des problèmes de ransomware, et cette capacité est intéressante parce que je pensais qu'une protection avancée contre les ransomware de NetApp, ça aurait un coût à ajouter, mais ça fait partie du service. C'est donc quelque chose en plus, sans coût supplémentaire, direct, et donc ça rajoute de la valeur, et c'est la valeur qu'on essaie de gérer en FinOps, donc on vous conseille, si vous utilisez Azure NetApp Files, vérifiez bien que ce soit activé. Toujours chez Azure, il y a une taille minimale facturable de 128K. Donc Azure annonce aussi une taille minimale facturable pour les objets dans les tiers de stockage les plus froids. Pour les comptes de stockage avec Azure Blob ou Azure Data Lake Storage, ADLS, Azure introduit une taille minimale facturable
de 128 kilooctets pour les tiers Cool, Cold et Archive. Les objets dans ces tiers, qui sont plus petits que 128 koctets, seront facturés comme s'ils faisaient 128 K, au tarif du tiers correspondant. La facturation passe par les compteurs de capacité existants, il n'y a pas de changement sur les transactions. Pour la plupart des gens, vous verrez peut-être absolument rien. Mais pour ceux qui stockent beaucoup de petits objets, par exemple, vous faites un stockage de tous vos emails, cela peut devenir la mort par 1000 petites coupures. Si vous stockez par exemple des emails dans ce site de stockage, vous avez probablement intérêt à les regrouper dans un gros fichier, faire un zip ou ce que vous voulez. Sinon, vous allez payer 128 K pour beaucoup de très petits objets qui sont peut-être même moins que 1 K. Ce changement arrive en 2 étapes. Le 1er juillet 2026, ce comportement de facturation s'applique à tous les nouveaux comptes de stockage, donc à partir de cette date. Mais du 1er juillet 2027, ce comportement s'appliquera aussi à tous les comptes existants. Donc ce sera rétroactif. Le tier Hot continue à ne pas avoir de taille minimale d'objet. Pour réduire l'impact potentiel des coûts, Azure recommande de regrouper les petits objets dans des objets plus gros avant de déplacer les données vers des tiers plus froids. Donc ça vous donne un peu plus de boulot à faire et un peu plus de vérification à faire si vous avez des systèmes automatisés qui bougent les choses entre tiers. Ou alors vous sauvez tout directement en gros blocs. Ah, c'est un peu le backup, mais ça force quand même à y réfléchir, ça rajoute un niveau de complexité. Smart Tier pour Azure Blob et ADLS. Cela mène à l'annonce suivante, la disponibilité générale de Smart Tier pour Azure Blob et ADLS. Donc Smart Tier est désormais disponible de manière générale dans presque toutes les régions publiques zonales. Les régions exclues sont, si je comprends bien, Israël, Central, Qatar et UAE. Smart Tier est une solution de tiering entre éléments aménagée et automatisée qui évite de placer manuellement les données dans les tiers. Donc ça bouge les trucs en fonction. Donc les règles sont les suivantes. Tout objet qui n'est pas accédé pendant 30 jours est déplacé vers le tiers Cool. Après 90 jours, il va au tiers Cold. Et il n'y a pas de frais de transition ni de frais de suppression anticipés. L'inconvénient, c'est que voilà, si vous avez toutes vos emails quelque part, bah voilà, elles vont commencer à être déplacées automatiquement. Donc il faudrait que tous les 30 jours, vous ayez un truc qui compacte toutes vos emails, qui efface les anciennes emails et qui les compacte en quelque chose qui sera plus que 128 K pour éviter les problèmes de avant. Par contre, les frais de monitoring sont facturés pour les objets stockés dans le Smart Tier qui sont supérieurs à 128 K. Cela crée une situation intéressante. Si un objet de moins de 128 K passe en Cool, il sera facturé comme 128 K. Mais les objets au-dessus de 128 K peuvent aussi avoir, eux, des frais de monitoring. Donc, pour les personnes de FinOps qui aiment les chiffres, il y a un scénario intéressant à regarder. Combien coûtent les objets de moins de 128 K? Combien coûtent les objets de plus gros lorsqu'on ajoute le monitoring? Et d'essayer de voir si vous avez une optimisation à faire vos paquets, par exemple de exactement 128 K quand vous faites vos zips. Vous pouvez tester avec des blobs Jameson très petits, il faudra attendre 30 ou 90 jours pour voir l'effet sur la facturation. Autres annonces, stockage Azure. Azure NetApp File Storage avec amélioration Cool Access est en public preview. Donc la mise à jour de la qualité des services avec Cool Access sur des niveaux Premium et Ultra améliore la façon dont Azure NetApp File équilibre la performance et les coûts des stockages mixtes Hot et Cool. C'est très spécifique aux utilisateurs d'Azure NetApp File. Enfin, Azure Databox supporte maintenant Azure File Provision v2. Azure Databox est un service de transfert de données pour déplacer rapidement des données vers et depuis Azure. Ce support donne un meilleur contrôle des coûts pour les workloads de type File Share. Toutes ces annonces ont un impact coût ou valeur, même si certains sont quand même assez spécifiques à votre utilisation. Parlons de visibilité, de facturation et d'allocation. Donc, Billing Conductor fait partie de ça, les tags, Course Categories, tout ça c'est tout là-dedans. Il y a une annonce que je trouve importante pour l'IA FinOps.
AWS enregistre maintenant automatiquement l'identité IAM, donc l'utilisateur ou le rôle, derrière chaque appel API Bedrock directement dans le cœur 2.0. Donc vous pouvez aussi le voir dans Cost Explorer. L'idée, c'est que pour chaque appel Bedrock ou chaque coût lié à Bedrock, on saura qui a créé le coût. J'espère que cela fonctionne aussi au niveau des requêtes d'inférence, pour savoir qui a demandé quelle requête, et donc de voir une allocation directe de coûts par rapport aux requêtes. Cela permettrait de comprendre les coûts de l'IA et de les facturer à la bonne personne, ou aux bonnes équipes en tout cas. À mesure que l'usage de Bedrock augmente, une question revient souvent: quelle équipe, quelle application, quel utilisateur génère toutes ces dépenses? Ça devrait pouvoir résoudre le problème. Avant, il fallait faire une réconciliation manuelle, peut-être avec CloudTrail. Ça devenait quand même vachement plus compliqué. Maintenant, c'est automatiquement dans votre Cost and Usage Report. Donc, youpidou. C'est, à mon avis, un grand changement positif pour l'allocation des coûts. Il y aura encore des nouvelles colonnes dans votre curve file, donc il faudra voir si ça change tous vos scripts ou quoi que ce soit, si vous voulez prendre, les utiliser. Prévoyez il y aura une nouvelle colonne quelque part. Je ne sais absolument pas les effets sur la version Focus. Mais j'espère qu'ils vont l'augmenter, qu'ils vont rajouter ces capacités aussi à d'autres choses que l'IA, que d'autres choses que Bedrock, parce que ça simplifierait énormément l'allocation des coûts pour toutes les équipes FinOps. L'analyse des coûts avec Amazon Q dans Cost Explorer. Amazon Q est maintenant intégré directement dans Cost Explorer. On peut cliquer sur des prompts suggérés ou poser des questions libres. Q va configurer automatiquement les filtres, la période, le regroupement, et met à jour le graphique, et tout oui-ou-pidou. Ça va être tout beau. Les questions de suivi conversationnel fonctionnent aussi. On peut demander, par exemple, pourquoi RDS, les bases de données augmentées, ou bien de décomposer par région sans quitter la vue. Il n'y a pas de configuration supplémentaire à faire, ni de coûts supplémentaires pour les utilisateurs existants de Cost Explorer. Il y a un free tier de 50 requêtes par mois, et après il y a une offre pro à 19 $ par utilisateur et par mois. Mais le détail de ce qui est inclus dans les 19 $ n'est pas vraiment très clair. Mais bon, AWS semble avoir créé un modèle ou mis en place des garde-fous forts pour que ça fonctionne uniquement avec les données de Cost Explorer et fournisse idéalement uniquement des informations liées à la facturation, tout en faisant les calculs correctement, l'IA ayant été particulièrement mauvaise en maths depuis son début. Donc Amazon Q transforme aussi la façon dont les équipes FinOps naviguent dans les dépenses cloud. Quand une équipe FinOps signale une configuration coûteuse, elle peut déjà être en production, le correctif peut être difficile à déployer, les discussions plus compliquées. Donc Amazon Q vise donc à accélérer la capacité d'obtenir ces réponses et à prendre des décisions. Il s'agit là de rapprocher les recommandations d'optimisation des workflow développeurs. C'est une forme de shift left. Je reste personnellement un peu dubitatif sur l'idée de rajouter Cost Explorer dans les choses qu'un développeur doit regarder, ou de rajouter, mais bon, on peut le voir comme un pas dans la bonne direction. Envoi programmé de dashboard de facturation. Avec AWS Billing and Cost Management Dashboard, maintenant on peut avoir un envoi programmé d'email. C'est un truc qui est tellement basique, et je pensais que ça existait déjà. Je envoyais des emails. Mais non. Ce dont je me souviens, c'est uniquement c'était basé sur QuickSight et les dashboards Kudos. Là, il s'agit des dashboards officiels dans AWS Billing and Cost Management. On peut automatiser la distribution de rapports sur un calendrier récurrent flexible. Cela supprime le travail manuel de compilation et permet aux informations financières d'arriver aux décideurs sans avoir besoin d'un accès console. On peut configurer un envoi quotidien, hebdomadaire ou mensuel. L'email contient un lien sécurisé vers des rapports PDF protégés par un mot de passe consultable hors ligne. Je trouve ça plutôt intéressant. Je veux dire que je trouve. AWS Billing Conductor Pass-Through.
Donc AWS Billing Conductor lance un plan de pricing pass-through pour les utilisateurs de Billing Transfer. AWS Billing Conductor supporte maintenant les pass-through pricing plans. Un nouveau plan de pricing managé pour les utilisateurs de Billing Transfer. Les clients qui utilisent Billing Transfer peuvent sélectionner le plan AWS Managed Pass-Through Pricing pour leurs billing groups. Sous ce plan, tous les comptes d'un billing group voient des données facturales qui reflètent la valeur de la facture AWS dans leur primary view. La phrase marketing n'est pas très claire. L'objectif semble être de centraliser la facturation et de simplifier le paiement sans perdre certains éléments liés aux remises. Donc si vous utilisez Billing Conductor, et en particulier Billing Transfer, cela vaut le coup d'aller jeter un œil. Cost Optimization Hub et CSV. Ah, donc j'en ai pris un compliqué, hein, ce premier épisode il est long. AWS Cost Optimization Hub supporte maintenant le téléchargement en CSV. Un autre truc qui semble basique, mais qui n'était pas là. On peut exporter les recommandations d'optimisation de coûts vers sa machine locale en un clic depuis la console. Cela complète l'export de données existants. Tout le monde ne veut pas utiliser des API, et c'est souvent, tout passe par Excel un jour ou l'autre, mais c'est aussi intéressant parce que ça peut être utilisé par des agents qui pourraient automatiser de la récupération et les recommandations et revoir les recommandations. D'une manière générale, c'est possible, il faudra utiliser les recommandations fournies par les cloud providers comme base aujourd'hui, parce qu'elles sont devenues raisonnables ces dernières années et assez fiables. Dans le passé, c'était l'horreur. Mais aujourd'hui, les outils que les fournisseurs nous donnent, comme les cloud vendors nous donnent des bonnes informations. Et si vous voulez ne pas être d'accord, parce que vous avez trouvé votre petite sauce magique, là, ça c'est la valeur que vous rajoutez. Donc moi, dans tous les nouveaux programmes FinOps, je recommande fortement d'utiliser ce que présentent les vendeurs, et après, d'optimiser ça. De pas d'essayer de recréer un système d'optimisation de tout, mais juste d'optimiser à partir de ce qui a été fourni par les cloud vendors. Par exemple, vous pouvez voir que, je sais pas, il y a peut-être un vendeur qui est un petit peu optimiste, où ils sont en train d'essayer de vous pousser vers l'IA de chez eux. Ça pourrait être un paramètre qui vaut le coup de changer, mais c'est ça de la valeur rajoutée au-dessus de l'IA. Google Cloud FinOps Hub and GKE. L'IA Cost Summary Agent a déjà été mentionné. Il n'y a rien de particulier côté Commitment ou Pricing, donc passons aux économies. Le JKE Workload Recommender est maintenant dans FinOps Hub pour Google Cloud. Cela apporte des signaux de right sizing pour les workloads GKI sous-provisionnés ou surprovisionnés directement dans les workflows de FinOps Hub. Cette annonce est sortie le 20 avril dans des release notes. Amazon ECS, Managed Instance and Metric GPU. Amazon ECS Managed Instances supporte maintenant les métriques GPU NVIDIA. On obtient donc les métriques GPU pour des workloads de containerisés qui tournent sur Amazon ECS et Managed Instance. Ces métriques sont disponibles à CloudWatch Container Insight avec Enhanced Observability, donc ça coûte des sous. Cela donne de la visibilité sur la santé des performances GPU pour aider à diagnostiquer et optimiser les workloads accélérés par GPU sur Amazon EC2 ou ECS dans ces cas. J'espère que cela indique aussi quand votre GPU fonctionne, mais aussi quand elle ne fait pas grand-chose. Elle tourne, mais elle mouline du vide, qui est un problème que j'ai compris et régulier. Les métriques incluent la capacité GPU, l'utilisation, la mémoire, la santé matérielle et les conditions thermiques directement dans CloudWatch. Cela donne une visibilité granulaire sur les métriques. Si vous savez quoi en faire, vous pouvez agir plus vite, voire presque en temps réel. Focus et Data Centers. Dans la partie FinOps générale, il y a un article de Mike Fuller, Bringing Data Center into the Modern FinOps Using Focus. C'est un guide pratique assez dense pour étendre la pratique FinOps aux data centers en on-premise et hybride avec Focus.
c'est un sujet intéressant, mais il peut y avoir des désaccords. Enfin, en tout cas, j'en ai déjà entendu pas mal. Les centres de données viennent avec beaucoup d'approches et de frameworks qui existent déjà et qui ont très bien marché pendant longtemps. Il y a beaucoup d'expériences partagées. Donc, la question est, est-ce qu'on essaye d'imposer FinOps comme un nouveau territoire? Est-ce qu'ils essaient d'étendre leur territoire ou est-ce qu'on essaye en partie d'améliorer ce qui existe? Il y a aussi des projets qui consistent à transporter les données logicielles dans Focus pour créer une plateforme convergée avec software, hardware et cloud. Focus semble être un point de départ raisonnable. Il faudra sans doute ajouter beaucoup de colonnes, mais le nombre de colonnes de Focus, pour l'instant, ça ne change pas grand-chose, il n'y en a pas beaucoup, donc ça va. Le plus compliqué est peut-être la partie opérationnelle. On peut transformer des données de centres de données, par exemple SNMP, en format Focus, mais qu'est-ce qu'on fait après? Dans l'espace logiciel, on fait des ELP régulièrement, on peut extraire des informations des ELP, les mettre à jour, puis regarder les droits d'usage par rapport à l'usage réel. Dans le cloud, on charge les données directement. Dans le centre de données, c'est un peu plus complexe. Il faudra probablement partir de chargement de contrats et des factures, puis appliquer ces données. C'est un monde un peu plus proche de TBM, où on essaie d'appliquer des modèles à des types de coûts très différents. Les outils comme Apptio, par exemple, existent, mais ne sont pas forcément moins chers et nécessitent souvent d'une expertise très importante. La question est donc, peut-on utiliser Focus pour construire quelque chose de suffisant sans avoir besoin d'un nouvel outil complet qui doit tout faire? Il y a aussi d'autres outils ou sociétés intéressantes. Par exemple, Steven parlait, discutait avec Humans Not Robots. Mais le problème central reste la donnée. Il faut d'abord avoir une bonne donnée. Ensuite, on peut voir comment les processus existants interagissent avec cette donnée et comment présenter de la valeur. Est-ce que vous avez la donnée pour construire le modèle? Avez-vous une clé qui relie les différentes parties produits, business, technologie? Pour moi, c'est passionnant, je viens d'un milieu de données, j'adore ça, mais c'est vraiment un grand défi. On peut se demander si utiliser Focus est pertinent ou si on est en train de forcer le format à plusieurs choses et qu'un autre format nouveau ou peut-être quelque chose d'autre serait plus adapté. Mais bon, la faveur de Focus, c'est que la donnée cloud est probablement la plus difficile à gérer en volume. Et donc, si Focus est le format de base qui est utilisé pour le cloud, c'est peut-être le meilleur système pour commencer. Un contre-argument, c'est que les contrats sont peut-être la partie la plus difficile parce qu'il faut les transformer, ils ont un langage juridique et on a besoin de données et ça c'est très compliqué. Il n'y a pas forcément un format de données existant, c'est pas obligatoirement complexe, mais c'est juste que c'est pas toujours pareil. Mais il existe de plus en plus de données et d'outils pour extraire des informations de PDF, par exemple dans les contrats, mais l'exactitude reste le risque. C'est le PDF, parser le PDF, ça reste un des trucs les plus difficiles. MetLife IA et le Scope FinOps. JR, qui est l'autre auteur du livre FinOps, a publié le 28 avril un executive profile du SVP AI Cloud and Data Platform de MetLife. C'est pertinent pour les personnes qui s'intéressent à l'expansion de FinOps. Sunali présente le sujet comme Cloud plus SaaS plus IA plus Service Professionals, et pas seulement d'optimisation cloud. Dans un autre élément lié à MetLife, il parle de budget fixé à 18 mois à l'avance, ce qui est incompatible avec les sorties de modèles IA hebdomadaires. Le titre mentionne que la prévision IA est encore un art en évolution. On peut aussi dire que la prévision par défaut reste toujours un art en évolution. En général, n'importe quel forecast, c'est de l'astrologie pour beaucoup de parties. Risque de sécurité sur le cœur. AWS a mis à jour un article montrant comment les données Cœur peuvent faire émerger des anomalies de sécurité, d'usages inattendus, de services d'activités inhabituelles dans certaines régions ou des patterns étranges. Mais c'est pas le Cœur qui est dangereux, mais c'est ce qu'il y a dedans, et ça permet de le lire pour extraire un certain nombre de risques. Le nom de l'article est Identifying Security Risk Using AWS Custom Usage Report Data. Je pense personnellement, et j'ai fait un outil pour ça, qu'on peut aller plus loin. À partir des données de billing, on peut extraire des investissements. On peut voir par exemple qu'il y a un mois, l'entreprise investissait un certain montant dans l'IA.
et que ce mois-ci, ce montant a changé. On peut ainsi comprendre où est passé l'argent, où il a été pris. On peut comprendre, on peut interpréter avec ça la stratégie de l'entreprise. J'ai commencé à construire un petit outil qui extrait les données du cœur pour produire un profil, puis génère un prompt que l'on peut donner à votre LLM préféré pour comprendre ces changements et comprendre. Ça peut être aussi très utile pour les dirigeants. Par exemple, si, comme dirigeant, j'ai donné une priorité à une certaine initiative par rapport à une autre, est-ce que c'est réellement mis en œuvre? Comment est-ce que je peux contrôler si les sous qui étaient à option B sont effectivement passés à option 12? Est-ce que ce que je dépensais en compute est maintenant bougé vers des GPU? FinOps Expandability Agent. Google Cloud Billing propose un FinOps Explainability Agent. C'est un agent IA autonome qui enquête sur les drivers et les coûts IA et répond à des questions comme « Décompose mes dépenses Gemini 1.5 Plus versus Flash ». Cela fait exactement ce que le nom indique. Commercial Auditability. Google annonce Commercial Auditability in Private Preview, donc c'est pas pour tout le monde. Cela ajoute des hiérarchies de comptes, des facturations enrichies pour agréger les dépenses sur plusieurs comptes, ainsi que du reporting sur des engagements contractuels montrant le burn-down de l'IA, donc l'Enterprise Agreement de Google Cloud. Ça serait merveilleux si AWS pourrait faire la même chose, plutôt pour éviter à plein de gens que je connais des horribles Excel. La nouvelle peut-être la plus importante de cet épisode, c'est de Google. Ils annoncent des spend caps, toujours en private preview. L'idée, c'est qu'on peut imposer des limites dures au niveau projet pour l'IA Studio, l'AI Platform, et donc Vertex AI, Cloud Run Function et Maps. Les caps mettent en pause le trafic API quand le budget est atteint. Comme presque tous ces services sont déclenchés via API, cela les arrête effectivement. Ça ressemble aussi à AWS Budget qui permettent une action, par exemple, mais qui vont bloquer les actions, mais qui vont quand même garder le stockage parce qu'on le traite différemment. Mais à partir du moment où on atteint notre cap, tout s'arrête, on ne peut plus utiliser de capacité de computation. Ce sont des services où l'on peut déclencher des coûts importants si quelque chose est mal configuré, donc je trouve que c'est très intéressant. J'aimerais bien étendre cette idée, garder le stockage, oui, parce que c'est à moi, mais de permettre d'arrêter les API calls avant de me ruiner. J'aimerais bien avoir mon serveur qui crache plutôt que mon compte en banque. Durabilité, passons à la durabilité. Donc non, ça c'est le Green Ops, on va dire. Donc ça c'est une traduction ratée d'ailleurs. Mais malheureusement, le board de Amazon a rejeté une proposition des actionnaires demandant d'ouvrir une information plus détaillée sur les impacts climat des centres de données. AWS ne fournit aujourd'hui que des totaux trimestriels agréés via son Compute Carbon Footprint Tool, qui est très moyen, voire pourri, mais les nécessités de la CRRD, de la SEC, exigent des données spécifiques par workload, par région et par période, alors qu'on ne sait pas... Alors qu'en même moment, tu as AWS qui ajoute 3.9 gigawatts de capacité, et juste pour vous donner un petit peu d'idée, 1 gigawatt de capacité, ça correspond à une centrale nucléaire. C'est de la folie. Donc on est en train de parler, ils vont rajouter l'équivalent de centres de données qui ont besoin de 4 centrales nucléaires. AWS reconnaît aussi de nouvelles centrales à gaz et l'utilisation continue du charbon. L'asymétrie de l'information entre ce qu'on nous donne et ce qu'on nous dit est délibérée. Il ne veut pas partager la vraie donnée. Il faut bien donc séparer ce qui est dit dans le marketing de ce qui est réellement fait. Et je donne toujours plus de valeur à ce qui est fait. Prix de la mémoire. Il y a un grand silence sur le prix de la mémoire. Le 13 avril, OVH Cloud, qui est un des petits mais quand même grands et français fournisseurs de cloud, a signalé une hausse des prix de 5 à 10% pour la période d'avril à septembre 2026. AWS, Azure et GCP n'ont rien dit, malgré des prix de mémoire en DDR en hausse de 300 à 400% par rapport au plus bas de mi-2025. Cette hausse est tirée par la demande de HBM pour les serveurs de IA
et qui ont mis en priorité par rapport à la création de mémoire standard. C'est intéressant surtout parce que là on est en train de parler d'une rareté matérielle. Donc les workloads qui sont intensifs en mémoire, les Redis, les caches, les instances IA, le stream processes sont très exposés. Cela rend plus difficile le fait de ne pas être dans le cloud. Les grands providers peuvent absorber ces coûts, maintenir certaines choses et jouer sur leur échelle. Mais il devient difficile de rivaliser pour obtenir du matériel. Même les laptops peuvent parfois être difficiles à obtenir. Apple a expliqué récemment qu'ils avaient encore des puces et de la mémoire, mais qu'ils géraient leur stock et n'en avaient plus beaucoup. Les vendeurs de cloud ont un avantage important ici. Ils ne peuvent pas acheter immédiatement de nouveaux serveurs, mais ils peuvent nous faire attendre. Ils ont déjà beaucoup d'anciens serveurs déployés, et quand leur coût leur convient, ils peuvent sortir les nouvelles générations, la C9 par exemple, ou les R9. Et ils vont les faire, mais ils avaient prévu de les sortir aujourd'hui, ils vont peut-être les sortir dans 6 mois. Ils ont donc un vrai contrôle de la capacité. Et à moins d'avoir des besoins de serveurs les plus récents immédiatement, c'est peut-être aussi pour vous un bon moment d'attendre avant d'acheter du matériel. On a aussi vu des problèmes de capacité ces 6 derniers mois dans le cloud. Donc il y a quand même un bloc, et c'est possible que ce soit parce que le prix de la mémoire est trop haut, ça ne vaut pas le coup d'acheter, ça ne serait pas rentable, donc on bloque et on ne fournit pas aux clients. On ne peut pas construire à cette capacité assez vite. Une partie du problème vient de la densité de capacité, de l'espace, de l'énergie, de la chaleur, et de l'autre partie, ça vient de la mémoire. Il faut toujours acheter du matériel, il doit toujours être construit, il doit être livré. Apple a aussi souligné qu'ils ont plus de demandes que de capacités. Ils ne sont plus premiers dans la liste chez TSMC pour avoir des CPU, c'est Nvidia maintenant le premier. Et donc c'est pour ça qu'ils ont fait une alliance, ils ont commencé à faire une alliance avec Intel. Parce que d'un côté, c'est pas une alliance naturelle, ils ont sorti d'Intel il y a pas mal de temps, mais à la fin, tu vois qu'ils y reviennent parce qu'il n'y a pas vraiment de choix, parce que ceux qui fournissent, sont capables de créer de nouveaux chips, c'est uniquement TSMC qui est blindé, Intel qui est en train de rentrer dans ce business, donc qui a probablement envie de faire des bons prix, et Samsung qui est en train aussi, qui est plein et qui gagne des sous faramineux en ce moment, ils sont très joyeux chez eux. Amazon Q et création de documents. Amazon Q supporte maintenant la création de documents et de visuels dans la chat, et ça je crois qu'on en a déjà parlé. Non, c'est que maintenant c'est la même chose que vous aviez sur Cost Explorer, mais maintenant vous pouvez les demander directement. Donc dans votre chat, vous pouvez écrire et vous allez avoir des graphes qui vont sortir, vous allez avoir des informations, vous allez avoir des documents, vous allez avoir... Ce n'est pas simplement un chat d'un côté, une dashboard de l'autre, c'est directement dans la chat, on peut générer des fichiers Word, des PDF, des Excel, on peut utiliser des infographies et autres visuels à intégrer dans une présentation. Ça peut être super pratique si vous travaillez sur des dashboards comme Kudos, si on doit présenter ces informations sous un autre format ou de manière simplifiée dans un document. On peut aussi poser une question, obtenir un rapport, et pas que du texte. Conclusion! Après ce marathon de news, nous avons terminé. Bravo à toutes ceux et celles qui sont encore là. Merci pour ce premier épisode. On a aussi des stickers de FinOps Guys à vous offrir à FinOps X, donc cherchez-moi. Merci à tous de m'avoir écouté. Il y a aussi, on est en train d'essayer d'organiser plusieurs interviews, mais c'est un peu difficile de coincer les temps, mais je prévois, Franck, de créer de nouveaux podcasts avec des interviews régulièrement. Je vous tiendrai au courant de tout ça. Merci encore et à bientôt. Au revoir tout le monde.